Je me présente, je suis Virginie Morette, je travaille effectivement à Purpan, à l'hôpital Anadicto. On va déjà reprendre quelques principes des addictions, comment ça se met en place, notamment au niveau neurologique et cérébral. Ah pardon, c'est bon, c'est mieux comme ça. C'est bon. Je vais aborder avec vous du coup le circuit de la récompense. Donc ça peut paraître comme ça un peu rébarbatif au début, mais c'est ce qui va permettre d'expliquer comment une addiction se met en place, comment elle se maintient. Donc ce circuit de la récompense, c'est voilà, un réseau cérébral de plusieurs structures, comme vous voyez, qui vont être impliquées donc, dans le traitement des plaisirs et des récompenses. Donc c'est ce système-là qui va nous motiver à répéter les comportements qui nous procurent du plaisir, donc potentiellement des consommations de substances. Mais aussi, ça peut être simplement des comportements comme manger, se reproduire. Donc c'est aussi un système qui va intervenir dans la survie aussi tout simplement de notre espèce. Donc c'est vraiment fondamental. Ce circuit de la récompense, il va forcément avoir un rôle crucial donc dans le maintien, comme je vous disais, et la formation des conduites addictives. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs zones sur ce schéma. L'aire tegmentale ventrale, elle va avoir un rôle majeur dans la gestion des récompenses, des préférences, de ce qu'on aime, de ce qu'on déteste. Le noyau accumbens, qui lui est vraiment le cœur du circuit de la récompense, il va être associé au plaisir, voilà, la sensation de plaisir de façon générale. L'amygdale, elle va plus jouer un rôle dans les réponses émotionnelles, c'est-à-dire qu'elle va avoir un rôle dans la formation des souvenirs qu'on va se créer autour de la récompense et du plaisir. Et le cortex préfrontal qui va, lui, jouer un rôle dans les processus décisionnels et sur le contrôle de nos impulsions. Donc en fait, il va nous aider à évaluer les récompenses et à planifier nos comportements en fonction de ça. Toutes ces zones, elles sont liées et elles se stimulent entre elles par la libération de la dopamine au niveau du cerveau. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les addictions, dans les troubles des usages, puisque maintenant on parle plus de troubles de l'usage plutôt que d'addiction. En gros, il va y avoir l'activation du circuit de la récompense, donc par la libération de la dopamine suite à une consommation, soit une consommation de substances psychoactives, soit un comportement qui nous procure du plaisir. Comme c'est un neurotransmetteur, la dopamine, elle va envoyer des signaux aux neurones et donc ça va influencer la sensation de plaisir, la sensation de satisfaction. Mais aussi, au fur et à mesure, ça va renforcer le comportement addictif en rendant l'activité agréable et donc en nous incitant ou en incitant la personne à reproduire le comportement pour revivre cette sensation d'euphorie. Donc, cette consommation de substances, le comportement addictif, il va modifier petit à petit le circuit naturel de la récompense. Parce que, au fur et à mesure de la consommation, au fur et à mesure du comportement addictif, en fait, la dopamine, elle va être libérée, mais de façon plutôt artificielle, puisqu'elle va être créée par une substance ou un comportement qui apporte beaucoup de plaisir. Donc, ça va créer une sensation intense de plaisir qu'on peut apparenter à l'euphorie. Et c'est ce que la personne va toujours essayer de chercher à retrouver. Donc, avec le temps, le cerveau, il va s'adapter à cette stimulation excessive et artificielle. Donc, ça va entraîner une diminution de la sensibilité naturelle au plaisir. Donc, un désintéressement parfois pour certaines activités dites plus naturelles. Et donc, ça va entraîner une dépendance accrue à la substance ou au comportement pour atteindre toujours les mêmes niveaux de satisfaction et d'euphorie. Donc le cerveau, en quelque sorte, il va attendre qu'il y ait toujours ce signal dans le circuit de la récompense. Et sans ce signal, sans consommation, sans comportement addictif, il ne va pas remplir son rôle, il ne va pas stimuler le circuit de la récompense. Et donc ça va pouvoir déclencher une baisse de la libération des neurotransmetteurs, donc de la dopamine, et ça va entraîner le besoin de reconsommer. Donc, on va se retrouver avec une chimie au niveau du cerveau et des circuits neuronaux qui vont être complètement perturbés et modifiés, ce qui va donc renforcer petit à petit le comportement addictif, donc toujours en recherchant cette sensation d'euphorie, et surtout, ça va rendre très difficile l'arrêt de la consommation et du comportement. Ça va ensuite
entraîner un phénomène de tolérance, donc c'est-à-dire le besoin de consommer toujours plus, de façon plus importante, de façon plus rapprochée, ou le besoin de passer plus de temps sur les jeux vidéo ou d'autres pour les addictions comportementales, pour atteindre toujours le même niveau de satisfaction. Et en parallèle, on va voir aussi que ça peut entraîner des phénomènes de sevrage, de sensations désagréables, c'est-à-dire que si on a plus d'argent pour accéder à la substance ou pas le temps, etc., eh ben, on va avoir des sensations désagréables, des phénomènes de sevrage qui vont pousser l'individu à reproduire et à aller chercher en permanence la substance ou le comportement. Donc ce qui est important de retenir, c'est que l'arrêt ou le maintien d'une consommation ou d'un comportement addictif, ce n'est absolument pas une question de choix. Voilà, ça se passe vraiment au niveau neurologique et cérébral, quoi. Donc, on pourrait définir une addiction par ces 4 grands principes, c'est-à-dire, comme on l'a vu, l'impossibilité de contrôler son comportement. L'individu perd complètement le choix, soit par recherche de plaisir, soit pour éviter un malaise ou un syndrome de sevrage, et tout ça malgré la connaissance des effets néfastes pour la santé ou dans la scolarité ou des problèmes familiaux, etc. Ce qu'on peut dire aussi, comme le disait le docteur Fouquet, c'est que la consommation, l'addiction, le trouble de l'usage, c'est la perte de la liberté de s'abstenir. Donc la personne, elle n'a plus le choix. Ce qui est aussi important pour la mise en place et le maintien d'un trouble de l'usage, c'est donc le triangle multifactoriel qui avait été mis au point par le docteur Olivenstein. C'est-à-dire que une personne va rencontrer un produit dans un certain contexte. Et selon les facteurs qui vont rentrer en compte, l'addiction ou le trouble de l'usage va perdurer ou au contraire va décliner. Chez la personne, on va surtout prendre en considération l'âge, sa santé, quelle est sa condition physique, quelle est sa condition psychique, est-ce qu'il y a des troubles de personnalité, est-ce qu'il y a des troubles psychiatriques, quel est son mode de vie. Au niveau du produit, on va regarder les propriétés pharmaco, quelle est la qualité du produit, quel est son pouvoir addictogène, quelle est la durée de consommation. Et dans le contexte, il y a 2 dimensions, c'est le contexte social et le contexte de consommation, c'est-à-dire quel est le contexte social de la personne, quel est son milieu de vie, est-ce qu'elle bosse, est-ce que, si on parle de jeune public, est-ce que le jeune ou la jeune est scolarisé, est-ce qu'il y a un environnement familial favorable, et le contexte de conso, quel est l'environnement physique de la personne quand elle consomme, est-ce que c'est plutôt seul, est-ce que c'est plutôt en groupe, est-ce que c'est plutôt à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Donc aujourd'hui, on définit les troubles, donc comme je vous disais, de l'usage. On ne parle plus d'addiction à un produit, on parle vraiment d'un trouble de l'usage. Ils sont définis aujourd'hui par 11 critères qu'on va retrouver dans le DSM-5, où on va retrouver la perte de contrôle sur la quantité et le temps qu'on va dédier à la substance. Beaucoup donc de temps qui va être consacré à chercher, à consommer, à se remettre des effets. Le phénomène de craving, donc c'est alors qu'on ne l'a pas décidé, on ne l'a pas forcément projeté, c'est ce besoin comme ça irrépressible qui s'impose à la personne de consommer. Les problèmes interpersonnels, les problèmes sociaux, familiaux, des activités qui vont être réduites au profit de la consommation. Une poursuite de la consommation, ça c'est un des grands principes aussi en addictologie, c'est le fait de poursuivre la consommation malgré la connaissance des dommages physiques et ou psychiques, et donc les phénomènes de tolérance et de sevrage. Selon le nombre de critères qu'on va retrouver, on va définir si le trouble de l'usage, il est léger, modéré ou plutôt sévère. Ce qu'on peut aussi retenir, c'est la règle des 5C qui a été définie par le docteur Carilla, qui est psychiatre addicto à Paris. Donc lui, il parle de la règle des 5C, c'est-à-dire le contrôle, donc la perte de contrôle, le comportement compulsif, le phénomène du craving, la consommation qui est continue malgré la connaissance des conséquences néfastes sur la santé. Alors, du coup, plus spécifiquement, le protoxyde d'azote, qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit d'un gaz, donc sa formule moléculaire c'est N2O, donc de dioxyde d'azote. C'est un gaz qui est incolore et qui a un goût et une odeur légèrement sucrés. C'est un gaz qui est inhalé à des fins récréatives en raison de ses sensations rapides mais éphémères. Donc bien qu'il soit utilisé depuis 250 ans, comme on l'a dit tout à l'heure, sa consommation, et c'est ce qui nous intéresse, a beaucoup augmenté ces dernières décennies, surtout dans les pays européens. Donc tout d'abord un mot sur l'usage médical. Donc il est utilisé dans la médecine pour ses vertus antalgiques et anxiolytiques. C'est un anesthésique faible, mais un analgésique puissant. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser vraiment pour ses vertus antalgiques sans qu'on perde de connaissance. Donc il est beaucoup utilisé aux urgences, notamment en pédiatrie, pour des petites sutures, des petits gestes, en chirurgie et en dentisterie. Il faut savoir, donc là, c'est la bouteille que vous voyez, la Calinox, aussi appelée Méopa. On va l'utiliser avec un masque, mais ça va être aussi introduit avec de l'oxygène. Et ça, c'est très important. Normalement, c'est à dose égale oxygène et protoxyde d'azote. Pourquoi ? Parce que le protoxyde d'azote est plus soluble dans le sang que l'oxygène. Donc, quand on va en consommer, ça va chasser les molécules d'oxygène des alvéoles. Du coup, il va y avoir vraiment un risque d'asphyxie. Donc, c'est pour ça que dans les hôpitaux, c'est utilisé avec de l'oxygène, ce qui n'est pas le cas dans les usages récréatifs. On va y venir plus tard. Un petit mot sur l'usage alimentaire. Donc, il est disponible en magasin, surtout parce qu'il va être dans les siphons de chantilly. Ça va être le gaz propulseur qui va vraiment permettre de faire de la crème fouettée. Donc, on peut l'acheter soit dans les bouteilles de chantilly, soit aussi dans les capsules individuelles, les cartouches. C'est pour ça qu'en fait, il était très disponible. Et du coup, on s'est rendu compte aussi de l'usage récréatif à ce moment-là. On peut aussi le trouver dans les FNAC ou les magasins informatiques. C'est des propulseurs à air pour nettoyer les claviers, des choses comme ça. Donc l'usage récréatif, pour détailler un petit peu, donc en général c'est consommé avec un ballon. Donc on va remplir le ballon à la bouteille et avec du protoxyde d'azote. Et c'est ensuite ce ballon qu'on va inhaler. Donc après, en fonction du fait de vider ses poumons avant ou pas, on va un peu pouvoir moduler les effets recherchés. Mais grosso modo, voilà, on va respirer le ballon, inspirer, expirer. Donc communément, on va dire qu'une capsule correspond à un ballon. Et là, sur le schéma, vous voyez que... Ah ouais. Donc une capsule correspond à un ballon. Et après, là, on vous a mis sur les images aussi une bonbonne et un tank. Donc ça va être, bien sûr, ça va contenir beaucoup plus de protoxyde d'azote. Donc une bonbonne, c'est l'équivalent d'à peu près de 80 à 100 capsules. Et un tank, c'est 400 à 600 capsules. À nuancer sur l'équivalence avec les ballons, parce que forcément, on va remplir les ballons de manière différente en fonction des habitudes d'usage. Donc, on ne peut pas vraiment comparer capsules et ballons, mais ça permet quand même d'avoir un peu un ordre d'idée. Et ensuite, sur l'image en bas à droite, vous voyez un cracker. Donc, en fait, ça va permettre de craquer la capsule directement, sans passer forcément par un siphon à chantilly. Et on peut remplir directement le ballon à même le cracker. Voilà un petit peu les différents types d'usages, sachant qu'il y en a qui consomment au ballon, mais aussi on peut consommer à même la bouteille, ce qui est beaucoup plus toxique. Il y aura des complications différentes. Donc, un petit mot sur la spécificité des effets. Donc, le protoxyde d'azote a une action très rapide. Dès qu'on l'inhale, on va avoir rapidement les effets recherchés. Ce qui fait qu'on arrive vite à un pic, et donc un pic, ça descend vite. Donc on va devoir répéter l'usage pour avoir le même effet, pour garder cet effet, l'effet recherché. Donc quels sont les effets recherchés ? Donc c'est plutôt euphorisant, ça défonce. Il va y avoir aussi un effet dissociatif, on peut avoir un peu une sensation de sortir un peu de son corps. Il peut y avoir une distorsion des perceptions avec des hallucinations visuelles, des hallucinations auditives. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est la potentialisation des autres substances psychoactives. Le fait de consommer en même temps de l'alcool ou du cannabis, ça va potentialiser les effets. Il y a des personnes qui vont dire qu'ils consomment du protoxyde d'azote que s'il y a une consommation d'alcool pour décupler les effets. Voilà. Attends, du coup, ça marche pas.
Trop... Ouais, disponibilité et représentation. Donc, disponibilité et représentation. Donc, le tarif, c'est à nuancer. On dit que le tarif est bas. À nuancer, donc ça va dépendre bien sûr de la quantité qu'on achète, en fonction de si c'est en capsule, en tank ou en bonbonne. Ça peut varier de 10 centimes à 50, 60 centimes le ballon. Ce qui en soi peut ne pas être cher, mais pareil, ça va dépendre de combien on en consomme. Si on consomme 200 à 300 ballons par soirée, ça va quand même être beaucoup plus cher. Et on peut dire que le rapport défense-produit fait quand même que le protoxyde d'azote finalement est quand même plus cher que d'autres produits tels la kétamine ou la cocaïne. C'est disponible sur les réseaux sociaux, très facile à acheter. On peut l'acheter aussi en ligne sur d'autres plateformes et se faire livrer à domicile. On voulait parler aussi du fait que c'est un produit qui a cette représentativité d'être non dangereux, de par son statut légal, même si, on va y revenir plus tard, il y a une loi qui va changer ça. Mais quand même, depuis de nombreuses années, c'est quand même un produit qu'on pouvait acheter au supermarché ou dans les magasins d'informatique. Et de par son effet fugace, le fait de pouvoir consommer et que l'effet se dissipe assez vite. Donc chez les jeunes étudiants, de pouvoir consommer et d'aller en cours sans que on se fasse remarquer, ou de rentrer chez ses parents, ou même de conduire, de voir ce produit qui, contrairement à l'alcool ou le cannabis, fait que les effets se dissipent. Donc du coup, il y a vraiment cette représentation d'un produit pas du tout dangereux, quoi. Sur quoi Non, physiopathologie. Bon, un petit mot sur la physiopathologie, sans rentrer trop dans les détails, mais je pense que c'est important pour comprendre un peu après les complications. Donc, le protoxyde d'azote va agir sur la vitamine B12. Donc, il va l'inactiver. La vitamine B12, juste une vitamine, c'est une enzyme, une protéine dont le corps a besoin et qui ne peut pas produire. Donc, par définition, c'est un apport extérieur, principalement par l'alimentation. Donc la vitamine B12 va avoir un rôle important dans la synthèse de deux protéines. Il va jouer un rôle dans la transformation de l'homocystéine en méthionine. Donc la méthionine, ça va servir à la synthèse de gaines de myéline. Donc la gaine de myéline, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu ce qui va entourer les nerfs, qui va protéger les nerfs et qui va permettre la conduction nerveuse, la conduction de l'information nerveuse. Donc, la vitamine B12 va empêcher la synthèse de gaines de myéline indirectement. Et du coup, si la méthionine n'est pas synthétisée, il va y avoir une accumulation de l'homocystéine. Et l'homocystéine accumulée va va abîmer les vaisseaux sanguins, va augmenter le risque de thrombose. Donc, pour résumer, protoxyde d'azote, inactivation de la vitamine B12, inactivation de la vitamine B12, altération de la synthèse de gaines de myéline, donc de l'information nerveuse, et accumulation d'une protéine qui va augmenter le risque de thrombus. Après, la vitamine B12 est impliquée dans plein d'autres mécanismes, notamment aussi la synthèse de globules rouges et d'autres lignées sanguines. Mais bon, c'est pas... Putain, c'est chiant. Ok, donc complications aiguës. Donc, dans les risques immédiats liés à la consommation, il va y avoir un risque d'asphyxie, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, par manque d'oxygène. Donc, il peut y avoir aussi des vertiges, chutes. Qui dit chute dit traumatisme crânien, blessures, notamment aussi des accidents de voiture quand les personnes consomment au volant, hypotension, tachycardie. Ensuite, les complications liées au mode de prise, donc brûlure des cordes vocales si on consomme directement à la bouteille, c'est lié au froid du gaz expulsé. Il peut y avoir aussi des complications pulmonaires. Et il peut y avoir aussi des brûlures de la peau dues aux gelures causées par le froid de la bouteille. Donc, en fonction de comment on consomme. Si on consomme avec la bouteille entre les jambes, on peut avoir des brûlures au niveau des cuisses, mais aussi au niveau des mains, si comment on touche la bouteille, au niveau des lèvres. Enfin, vraiment tout ce qui est en contact avec la bouteille, le tank ou la bonbonne. Il peut y avoir aussi des troubles digestifs, nausées, vomissements, diarrhée. C'est bon ? Au niveau des complications chroniques, donc du coup liées à un usage répété, il y a les complications neurologiques, du coup justement dues à l'altération de la synthèse de la myéline, donc avec une apparition progressive de neuropathie périphérique au début au niveau des jambes, puis ça peut évoluer au niveau des membres supérieurs, et là c'est vraiment un signe de gravité.
Du coup, il peut y avoir des troubles de la marche, des parésies, donc des fourmillements. Il peut y avoir aussi une atteinte du système nerveux central, donc avec ataxie, stépage. Donc, c'est vraiment des troubles de la marche dus à l'atteinte du cerveau. Et il peut y avoir aussi une perte de vue transitoire due à l'atteinte du nerf optique. Pardon. Dans les autres complications, il peut y avoir aussi des complications médulaires, parce que la vitamine B12, comme j'ai dit tout à l'heure, est impliquée dans la synthèse de pas mal de cellules. Donc, il peut y avoir une anémie. L'anémie, c'est une baisse de l'hémoglobine, donc ça va entraîner aussi fatigue, essoufflement, pâleur. Il peut y avoir aussi atteinte des globules blancs, donc leucopénie, des plaquettes, thrombopénie. Psychiatrique, donc très important à ne pas minimiser, avec des hallucinations, paranoïa, troubles du comportement. Il peut y avoir des délires et des troubles cognitifs avec des troubles de la mémoire. Je pense qu'on ne recherche pas assez. Et des troubles vasculaires, du coup, dus à l'accumulation de l'homocystéine, avec des risques thrombotiques, donc AVC, infarctus du myocarde, phlébite, embolie pulmonaire. Donc la prise en charge. Donc le diagnostic, il est clinique. Donc clinique, c'est-à-dire avec tous les signes qu'on vient de décrire, et bien sûr la notion de consommation. On peut faire aussi une prise de sang avec une NFS, donc numération formule sanguine, pour voir le taux d'hémoglobine, des plaquettes, tout ça. Le dosage de l'homocystéine, ça va être vraiment le marqueur important. Il faut juste noter que pour l'instant, je ne sais pas si ça va changer, mais les résultats mettent quand même 24 à 48 heures à sortir en biologie, donc ce n'est pas un truc qu'on a en urgence. Et le dosage de la vitamine B12, qui est bas, mais si jamais le dosage est normal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de consommation de protoxyde d'azote. Donc vraiment, l'examen de référence, c'est l'homocystéine. Et ensuite, on peut faire une imagerie, même si ce n'est pas ça qui va servir à confirmer le diagnostic, mais si on en fait une, on fera une IRM modulaire, c'est-à-dire une IRM de la moelle, qui mettra en évidence une sclérose combinée de la moelle. Donc ça va montrer en fait l'atteinte de la gaine de myéline par endroit de manière un peu inégale, où des fois il y en aura plus, des fois il y en a, des fois il n'y en a plus. Et on peut faire aussi un électromyogramme qui va mesurer la conduction nerveuse dans les membres. Donc il va montrer qu'il va y avoir une altération de la conduction du message nerveux. Voilà. Dans le reste de la prise en charge, donc bien sûr, ça va être l'arrêt du protoxyde d'azote, indispensable pour espérer une récupération. Donc pour ça, proposer bien sûr une prise en charge en addictologie, pour une prise en charge globale et pluridisciplinaire. Au niveau du traitement médicamenteux, il va y avoir une supplémentation en vitamine B12. Par contre, attention, ça va être, pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait un arrêt de la consommation. Il y a quand même une idée reçue comme quoi consommer de la vitamine B12 en même temps qu'on consomme du protoxyde d'azote peut protéger de l'apparition des signes, ce qui est faux. Il me semble même qu'il y avait des personnes qui vendaient du protoxyde d'azote, qui proposaient de la vitamine B12 en même temps. Donc ça, c'est des images un peu à déconstruire, en tout cas dans les messages de RDR qu'on peut faire passer. Et une anticoagulation, du coup, pour prévenir du risque thrombotique. Sur la durée du traitement, c'est pas encore très clair. Normalement, sur l'anticoagulation, c'est jusqu'à que l'homocystéine se normalise, et sur la vitamine B12 aussi. Mais bon, il n'y a pas vraiment de chiffres exacts. Et bien sûr, après, une prise en charge de la rééducation, de la kiné, à adapter en fonction de la sévérité des troubles, donc en ambulatoire ou en SSR. Par rapport au pronostic de récupération, bon, c'est difficile de vraiment avoir des chiffres exacts, mais en gros, il y a quand même on peut espérer une réversibilité des troubles avec l'arrêt de la consommation, mais elle est dure à prédire. C'est difficile de dire quand on a quelqu'un en face de nous qui a des gros troubles de la marche, de pouvoir dire c'est sûr qu'il va récupérer ou pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est dose dépendant. C'est-à-dire, plus il y a eu de consommation, plus le risque de ne pas récupérer est grand, et plus ça a été intense, moins... Enfin, pareil, dans le même sens. Donc, c'est dose et fréquence dépendant.
Quelques chiffres sur le proto, c'est les derniers dont on dispose, c'est des chiffres qui nous ont été communiqués par le CEIP du CHU de Toulouse, qui est donc le centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance, c'est ce qu'on appelle aussi les centres d'addictovigilance. Donc ça fait partie du CHU de Toulouse, c'est eux qui reçoivent toutes les notifications donc des usages de substances, et là notamment sur les usages du proto hors cadre médical. Donc sur l'année 2024, il y a eu au niveau national 522 notifications qui sont remontées. Donc on note une augmentation de 10% par rapport à 2023. En Occitanie-Ouest, il y a donc une augmentation aussi du nombre de notifications. Ce qu'il faut retenir, en gros, en 2021, il y avait une seule notification. Là, en 2026, on en est à 21 et c'est bien sûr toujours en cours. À Toulouse, en gros, depuis 2021, il y a 82 notifications donc, qui ont été liées à l'usage non médical du protoxyde d'azote, sachant que malheureusement, ce ne sont pas des chiffres exhaustifs, loin de là, parce que aujourd'hui, quand il y a un passage aux urgences au CHU, que ce soit à Rangueil ou à Purpan, soit une perte de connaissance, une asphyxie, des troubles du comportement qui sont en lien avec une conso de proto, en fait, ce n'est pas coté à l'hôpital. Donc, on n'a pas aujourd'hui de vision assez claire et objective sur ces chiffres-là. Mais ce qu'on voit, c'est que quand même, il y a une large augmentation d'année en année. Les passages aux urgences et les hospitalisations en neurologie continuent, quoi. En tout cas, augmentent. On n'a pas de chiffres, mais en demandant un peu à l'hôpital, en neurologie, ils disent à peu près qu'il y a une personne par semaine qui est hospitalisée dans leur service en lien avec un trouble de l'usage du protoxyde d'azote, sachant qu'ils n'hospitalisent pas toutes les personnes adressées des urgences. Ils disaient qu'ils prenaient les personnes qui étaient vraiment avec les états le plus dégradés. Donc ça veut dire quand même qu'il y a ces chiffres sont pas du tout représentatifs. Et aux urgences, ils disent qu'il y a 1 ou 2 passages par jour en lien avec le protoxyde d'azote déclarés, parce que je pense qu'il y a quand même plein de patientes qui n'en parlent pas et on passe vraiment à côté de pas mal de choses. Donc, les spécificités du public que nous, on rencontre sur l'hôpital, donc les patients et patientes qu'on rencontre dans le cadre d'une conso de protoxyde d'azote. Donc, juste 2 mots sur l'ELSA. Donc, c'est l'équipe de liaison et de soins en addictologie du CHU. Cette équipe, elle est composée de 5 infirmières, 2 médecins et des internes. Une antenne à Purpan, une antenne à La Grave, une antenne à Rangueil. Donc en gros, notre boulot, c'est d'aller dans tous les services du CHU où les équipes notent, relèvent une conduite addictive chez quelqu'un, et nous, on va dans la chambre de la personne, rencontrer le patient ou la patiente, faire un peu un état des lieux des consos, voir et surtout évaluer la demande de la personne. Est-ce qu'il y a déjà un suivi addicto en place? Est-ce que la personne veut en mettre un en place ou pas du tout? Voilà, il n'y a aucune obligation. Nous, on rentre juste en contact avec la personne. Et on fait en fonction de ses objectifs. Donc, le public qu'on va rencontrer plutôt sur les consommations de proto, c'est un public qui est assez jeune, hein, 15-22 à peu près, et qu'on va rencontrer principalement sur le service de neurologie. Donc, avec déjà des troubles neuro qui sont assez importants, parfois irréversibles. C'est un public, donc, je vous dis ça parce que du coup, notre regard, il est un peu biaisé. Nous, on a le regard CHU, voilà, situation sanitaire assez déjà grave, ce qui n'est pas représentatif de ce qui se passe aussi en médecine de ville. Donc nous, on rencontre un public qui arrive dans le soin assez tardivement parce que banalisation aussi des troubles, méconnaissance des conséquences aussi. Il y a le jeune âge qui fait que ce public-là, il va rechercher à pousser les limites, aller toujours plus loin. Il y a le rôle du groupe aussi, l'adhésion au groupe, la pression du groupe pour consommer. L'influence des réseaux sociaux qui est hyper importante. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent avec des jeunes qui se filment en train de consommer du proto, en train de rire, d'avoir des vertiges, de tomber, etc. Et donc, comme je vous disais, voilà, quand même, il y a une méconnaissance des conséquences de ce que ça peut entraîner, bien que en parallèle des consommations, des vidéos de conso sur TikTok ou Instagram, il y a aussi de plus en plus de vidéos de prévention qui alertent sur les risques des usages.
Ça, c'est le public que nous, on voit à l'hôpital. Il y a aussi toute une file active de patients et patientes qui passent par la médecine libérale. Donc, ils vont aller voir leur médecin traitant, etc. Alors, parfois, il y a malheureusement un manque de connaissances des professionnels en libéral qui vont pas forcément orienter vers les spécialistes, donc principalement les neurologues et ou des psychiatres addictos, qui vont pas prescrire les bilans sanguins dédiés. En gros, à l'heure actuelle, à Toulouse, il n'y a pas vraiment de parcours de soins spécifique et dédié à la consommation de protoxyde d'azote. Et il y a aussi une partie des consommateurs et consommatrices qui vont aller voir leur médecin traitant et ou un psychiatre, qui vont aller en clinique pour effectuer une cure de sevrage ou dans un autre centre, qui vont aller en post-cure, et eux, ça c'est un public que nous, on ne voit pas aussi. Il y a l'idée, donc toujours, je reviens au public que nous, on rencontre en neuro ou aux urgences, l'idée que comme l'effet est très court, il est très fugace, il n'y aura pas de conséquences graves sur la santé. Et aussi un public, nous c'est ce qu'on remarque à l'équipe de liaison, qui adhère assez peu aux soins longs, c'est-à-dire qu'il ne va pas vouloir s'inscrire dans un suivi addicto long, qui voilà, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, hein, c'est assez long les suivis en addicto, qui ne va pas vouloir rentrer en SSR. Les SSR, c'est ce qu'on appelle les soins de suite et de réadaptation, c'est les anciennes maisons de convalescence ou maisons de repos, maisons de rééducation, où là, il va y avoir une prise en charge hyper complète, très pluridisciplinaire, avec des soins de kiné, de rééducation à la marche, etc. Malgré le fait qu'il y ait des conséquences neurologiques parfois irréversibles. On a des jeunes voilà, de 18-20 ans qui sont sur fauteuil roulant et parfois, voilà, c'est irréversible. Un public aussi dans les parcours de vie, donc ce qu'on remarque, c'est que c'est souvent un public qui est déscolarisé, qui n'a pas de projet pro derrière, et un syndrome dépressif qui est quand même assez présent chez beaucoup de jeunes qu'on rencontre. Tout ça, c'est aussi à mettre en perspective avec la prévalence des épisodes dépressifs chez les jeunes en France, qui sont en augmentation d'année en année au vu du contexte, entre autres. Ce qu'on va trouver de la part des soignants et des équipes de soins, pour le coup, c'est parfois, il y a de la stigmatisation de ce jeune public par manque de connaissance du produit, par appréhension d'avoir un public jeune dans les services, peur d'avoir des troubles, que ce public présente des troubles du comportement, peur des trafics dans le service, ce qui peut arriver. Donc il y a une certaine défiance parfois de la part des équipes de soins à l'hôpital ou ailleurs. Et il y a aussi ce qui bloque souvent, c'est un manque de structure d'aval, c'est-à-dire après l'hospital en neuro, après le SSR, qu'est-ce qui se passe ? C'est une substance, le proto, même si on en parle beaucoup, qui reste quand même assez méconnue encore des cliniques privées, donc là où la plupart des cures en milieu hospitalier se fait, des cures de sevrage, et pareil pour les SMRA, c'est-à-dire les centres de post-cure. Voilà, c'est une substance qui est peu connue, et quand ce public-là, donc le public jeune, accède à ces lieux, il va se retrouver confronté avec un public qui est adulte, qui n'a pas du tout les mêmes parcours de vie, qui n'a pas du tout les mêmes modes de conso, qui ne consomme pas de proto, et donc voilà, ça peut aussi entraîner le départ anticipé des structures aussi addicto. Donc vraiment, nous, notre objectif principal, c'est comme à chaque fois de toute façon, quand on travaille aussi avec des jeunes, c'est créer une relation de confiance, parler le même langage, ne jamais se positionner en sachante. C'est eux et elles qui savent mieux que nous ce que ça implique la conso et ce que ça génère. Donc voilà, vraiment l'idée, c'est de travailler en collaboration. Un petit mot sur la loi Riposte, le projet de loi Riposte qui a été adopté en mars 2026 et qui prévoit de faire de l'usage du protoxyde d'azote un délit passible d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Donc Catherine Delorme, présidente de la Fédération d'addiction, là, que je cite, pour les professionnels de l'addictologie mobilisés sur le terrain auprès des jeunes, principaux consommateurs, consommatrices de protoxyde, cette mesure est dangereuse. Elle risque d'éloigner les personnes des dispositifs de prévention et d'accompagnement. Donc oui, criminaliser la consommation, ça va vraiment éloigner les personnes du soin, de par leur stigmatisation, qui, comme vient de dire Virginie, était déjà présente, mais là, qui va s'accroître. De par aussi le fait que ça va éloigner les gens du soin, parce qu'ils vont pas vouloir
ils vont se sentir coupables, peut-être avoir plus peur de parler de leur consommation. Il va y avoir aussi une augmentation du risque lié à la consommation, peut-être devoir se cacher, prendre plus de risques pour se procurer le produit, ou même devoir se procurer de plus grosses quantités, c'est-à-dire des tanks ou des bonbonnes. Les ressources allouées à la répression restent supérieures à celles dédiées à la prévention sanitaire, soulevant des questions d'efficacité et d'équité dans la réponse publique. C'est vrai que ça interroge de se dire qu'il y a plus de moyens dans la répression, alors qu'on sait, les études ont montré, le temps l'a montré, que la prévention est beaucoup plus efficace en termes de prise en soin, de prise en charge en addictologie ou dans la santé de manière générale. Donc, on sent quand même qu'il y a un clivage assez important qui s'accroît encore entre le sanitaire et la politique. Et juste un petit mot sur la gestion des déchets, c'est par ce prisme principalement que les pouvoirs publics se sont emparés de la problématique liée au protoxyde d'azote, de par l'accumulation de capsules, de tanks et de bonbonnes sur la voie publique, et ça posait un problème au niveau du fait que ça explose dans les incinérateurs. Donc aussi ce prisme-là montre encore qu'il y a un écart entre le sanitaire et les pouvoirs publics. Donc, quelques principes en réduction des risques et des dommages en ce qui concerne spécifiquement la conso de protoxyde d'azote. Voilà le discours général qu'on tient quand on rencontre le jeune public consommateur. Ce qu'on essaie de dire, c'est de toujours préférer une source alimentaire, donc plutôt des cartouches pour les siphons à chantilly, même si de plus en plus la vente va être très encadrée et très limitée. Éviter surtout les sources bureautiques, donc ces bombes à air sec, effectivement, comme disait Léa tout à l'heure, qui vont permettre de nettoyer les claviers d'ordinateur qui sont accessibles à la Fnac, à Cultura, comme ça, en vente libre. Jamais inhaler, bien sûr, en sortie de détenteur, parce qu'il y a vraiment un vrai risque de brûlure du visage, des cordes vocales, des poumons. Donc, toujours prioriser l'utilisation du cracker. Ne pas tenir entre les cuisses, comme vous avez vu tout à l'heure, la brûlure. Essayer, dans la mesure du possible, de se protéger les mains quand on tient la cartouche ou le cracker, quand il y a la détente du gaz. Éviter de consommer seul, donc ça c'est valable pour tous les produits, éviter de consommer seul, plutôt avec des personnes de confiance sur qui on peut compter. L'idéal c'est qu'il y ait une personne qui consomme pas et qui check un peu les copains, les copines. Éviter de consommer en position debout, il y a un vrai risque de chute, donc plutôt prioriser la position assise. Ne pas inhaler en circuit continu, donc pour le risque d'asphyxie ou un risque de perte de connaissance. Donc plutôt essayer d'alterner les prises de protoxyde d'azote et prendre des temps pour respirer normalement à l'air libre. Pareil, ce qu'on peut conseiller aussi, c'est avant d'inspirer un ballon, prendre une bouffée d'air, avant d'inhaler le ballon, pour essayer de limiter les risques. Bien sûr, ne pas conduire sous l'emprise du proto. Tenir les cartouches et les bonbonnes loin des flammes. Donc souvent, il y a des bougies, des briquets qui sont aussi présents. Et si possible, essayer de s'en tenir à une conso qui reste ponctuelle et occasionnelle, en essayant de respecter à minima quelques jours, dans l'idéal une semaine, entre 2 épisodes de conso, pour toujours limiter les risques. Donc là, on vous présente il y a déjà quelques documents qui ont été réalisés en termes d'information du grand public, du jeune public sur la consommation de protoxyde d'azote. Le premier document que vous voyez à gauche, c'est l'association des équipes de liaison d'Addicto. Donc l'association des ELSA, donc qui reprend un peu les grands principes que je vous ai donnés tout à l'heure. Voilà, toujours avec cette idée de vraiment prendre le temps de respirer entre deux ballons. Le deuxième document, c'est un document qui a été diffusé par l'ARS Occitanie à destination des collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes et leurs familles, pour apporter de l'information et essayer d'alerter aussi sur la consommation.
Ici, vous voyez donc le document au milieu, il a été réalisé, en fait c'est une campagne protoxyde d'azote qui a été réalisée par Vinci Autoroute. Vous avez dû voir aussi à partir de l'été dernier des messages sur les autoroutes qui mettaient en garde contre la consommation de protoxyde d'azote au volant. Donc il y a eu voilà, des flyers, il y a une vidéo aussi de prévention. Et les deux documents sur le côté, c'est la sécurité routière qui a fait ça, aussi à destination des conducteurs et conductrices. Sur ce diapo-là, c'est l'association Protoside qui a mis en place ces flyers-là. Protoside, c'est un réseau de professionnels, en fait c'est une association lilloise à la base, qui anime un réseau de professionnels partout en France sur la question du protoxyde d'azote. Leur mission, voilà, c'est d'informer, de sensibiliser le grand public et le jeune public. Donc ils animent ce réseau de professionnels. Ils travaillent en permanence avec des chercheurs et chercheuses pour faire avancer un peu la recherche sur le protoxyde d'azote. Ils travaillent aussi avec les décideurs et décideuses politiques pour renforcer la législation qui entoure l'usage du proto. Donc là, ils ont fait une campagne qui reprend un peu les codes visuels des jeux vidéo. Donc ils essaient de s'adapter le plus possible au jeune public pour sensibiliser le plus possible, quoi. Là-bas, fais vers là-bas. Ouais, c'est bon. Sur cette dernière diapo donc de flyer en réduction des risques, ça a été mis en place par une association marseillaise qui s'appelle Le Monde des Possibles, qui est donc une association à destination plutôt des jeunes et qui a plein d'activités sur la santé, la prévention, l'environnement, sur la culture, qui organise des camps de vacances, et là qui ont fait spécifiquement une campagne sur le proto. Ce que vous voyez complètement à droite, c'est qu'ils ont mis en place une cocotte, les cocottes en papier comme quand on jouait avant, pour rendre la chose un peu plus ludique. Ça, il faut savoir que ces documents-là, vous pouvez les télécharger gratuitement, hein, ils les mettent à disposition du grand public. Voilà, si vous voulez les télécharger, c'est tout à fait possible. Et enfin, on va finir par donc vous présenter un cas clinique, voilà, qui représente un peu les. Pardon. Ah, si vous avez des questions, alors. Il nous reste juste un cas clinique après. Bonjour. Je me demandais dans les spécificités du public. Ah, pardon, oui. Je suis Nelly Beaucher, je suis éducatrice en club de prévention. Voilà, au club de prévention du Mirail. Je me demandais, quand vous avez présenté les spécificités du public, vous n'avez pas parlé de la répartition homme-femme ou fille-garçon. Est-ce que vous avez observé des choses autour de ça? Parce que moi, je me questionne. Alors, j'ai pas de chiffres précis, peut-être Johan, mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même effectivement beaucoup de jeunes filles qui consomment du proto, ouais. Ouais, c'est aussi le cas qu'on va vous présenter, ouais, mais il y a quand même, je pense qu'on rencontre autant de jeunes filles que de jeunes hommes. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Quand vous dites qu'il ne faut pas conduire après la consommation, vous diriez combien de temps à peu près? En fait, vous le verrez sur les infos de la sécurité routière, eux, ils parlent encore de trous noirs jusqu'à 40 minutes après la conso. Ce qui peut arriver, mais on a l'idée que, je ne sais pas qui a posé la question, j'arrive pas à voir. Ok. On a l'idée qu'effectivement c'est très fugace, c'est très rapide. Alors oui, les principaux effets psychoactifs, ils vont s'arrêter au bout de 2-3 minutes max, mais sur une conso chronique avec plusieurs dizaines de ballons avant de prendre la voiture, ça va se cumuler en fait dans l'organisme et les effets ils vont vraiment durer encore assez longtemps. Oui, ça peut aller clairement jusqu'à 30-40 minutes après la fin de la conso, après le dernier ballon. Bonjour, je suis psychologue à la PJJ. Je voulais savoir
Qu'est-ce qui se passe quand il y a justement des consommations successives? C'est-à-dire quelle altération il y a, par exemple, une capsule, une autre, pendant toute une soirée, par exemple? Ouais, ben en fait, ça majore le risque puisque le protoxyde va s'accumuler en fait au fur et à mesure. Il disparaît pas. Disons que entre deux cartouches ou entre deux ballons, le temps est quand même très court puisque comme l'effet euphorisant dure quelques minutes, 2, 3, 4 minutes, la conso, le deuxième ballon va arriver très très vite. Sauf que le proto, il n'a pas eu le temps complètement de s'éliminer. Donc en fait, il y a un phénomène d'accumulation. Donc ça potentialise les risques de chute, de décompensation psychiatrique, etc. Ah oui, surtout, ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on essaie de dire d'attendre le plus possible entre deux ballons. C'est ça aussi la réduction des risques, c'est-à-dire, ok, tu vas consommer, mais l'idée c'est quand même d'essayer de préserver ta santé le plus possible, quoi. Donc essayer d'attendre entre deux ballons. C'est pour ça qu'on préconise aussi d'attendre plusieurs jours entre deux épisodes de conso, voire d'essayer d'attendre une semaine. Ce qui dans la réalité n'est pas le cas, quoi. Bonjour, Sylvie Tchitchek, je suis coordinatrice socio-éducative à la direction des jeunesses. Et j'avais une question, je suis peut-être arrivée un petit peu en retard, mais enfin bon voilà, j'ai une question qui me vient, c'est quand je suis arrivée, vous avez dit qu'en fait il était utilisé aussi au niveau du dentiste, au niveau de la bobologie, en fait au niveau des points des enfants. Est-ce qu'il y a une mémoire après avec les enfants grandissant? Est-ce qu'il reste ce côté, bon ben, si j'ai quelque chose, peut y avoir, enfin voilà, est-ce qu'il y a une mémoire après? Que le fait que le jeune y revienne, en fait, au protoxyde. Ouais, franchement, je ne sais pas si on a du recul là-dessus. Si le cerveau se souvient, quoi, c'est ça, ou s'il y a une empreinte cérébrale, quoi. Oui, parce qu'il y a quand même Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, c'est ce qui vaut, effectivement, quand on est mis sous morphine ou kétamine sur les grosses opérations. La question peut se poser, ouais, effectivement, mais je ne sais pas s'il n'y a pas trop d'études sur le protoxyde d'azote en particulier là-dessus. En fait, moi, on m'a recousu une fois. Peut-être pas. On m'a recousu une fois, effectivement, là, voilà. Et puis après, je me suis refait mal. J'ai dit, bah moi, je veux bien du gaz. Et en fait, je m'étais pas rendu compte qu'effectivement, c'était du protoxyde d'azote. Ça m'arrivait là, en fait, effectivement. C'est pas du protoxyde d'azote pur, hein, c'est 50-50. mélangé avec de l'oxygène. C'est moitié-moitié, ouais. Oui, voilà. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai dit, bah non, il faut me recoudre avec. Enfin, vous vous êtes rappelé de l'euphorie. Et voilà. Voilà pourquoi on tombe dans l'addiction. Bien sûr. Après, on peut en revenir au triangle qu'on disait tout à l'heure. Il y a une histoire de contexte, de produits, avant de tomber dans l'addiction quand même. Donc ça à nuancer. On n'a pas l'habitude de parler des micro-parts, donc dites-nous s'il faut parler. Alors, Lydiane Brevard, je suis infirmière en pratique avancée à la Consultado. Et justement, on est en plein dans ces problématiques-là. Aujourd'hui, on se retrouve très démunis pour des patientes qui ont clairement des conséquences neurologiques sur le réseau à mobiliser. Clairement, c'est très compliqué. J'ai cru comprendre que Lille allait monter quelque chose de l'expertise qui existe déjà à Bordeaux et que c'est en cours parce que je les ai contactés. Mais à l'heure actuelle, moi, je me retrouve avec des résultats d'IRM, des résultats sanguins et je sais pas quoi faire. Et il y a besoin de rééducation, mais tu le sais, d'urgence en fait. Eh bien, on fait les mêmes constats que toi, hein, Lydiane, effectivement. Et c'est vrai que sur Toulouse, on manque de parcours de soins coordonnés, de référents en neurologie. Alors nous, voilà, sur le service d'Addicto, on a un peu pris cette question-là. Mais oui, on manque de neurologues en ville qui connaissent cette question, qui savent comment bilanter ou orienter. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure sur les cliniques, les centres de cure, les post-cures, les SSR, etc. Voilà, il y a un vrai manque de connaissances, mais on espère qu'un réseau va se créer et qu'on va pouvoir créer des parcours de soins cohérents. Mais effectivement, on fait le même constat que toi aujourd'hui. Et on est, nous aussi, malheureusement, parfois démunis en addicto, qu'on n'a pas de relais, en fait. Ouais. C'est déjà arrivé que des dossiers soient refusés en post-cure parce que il y avait un trouble de l'usage du protoxyde d'azote à Toulouse. Peut-être aussi pour cette raison qu'on regrette que la loi riposte. Je ne ferai pas la suite, on est tous d'accord. J'avais une autre question, c'était est-ce que vous avez dans les récits des patients
sur leur conso. Est-ce que vous avez quelque chose de l'ordre de l'effet de... Est-ce que ça désinhibe? Et est-ce que, du coup, ça peut être aussi un peu cette recherche-là de désinhibition et voire peut-être liée plus tard à des pratiques sexuelles ou pas du tout? Oui, la consommation de proto, donc comme vous le savez, elle est principalement aujourd'hui consommée, enfin c'est plutôt les jeunes publics, avec parfois là la situation d'Alice qu'on va vous présenter. Alors elle fait pas, elle n'est pas dans un foyer ASE, mais il y a beaucoup de jeunes adolescentes qui consomment du proto, bien sûr. En général, c'est jamais elles qui se l'achètent, hein, c'est soit les clients du réseau de prostitution, soit les proxénètes eux-mêmes, hein, qui effectivement leur filent du proto pour supporter l'activité. Ouais. Au-delà de la désinhibition, oui, ça permet de... L'euphorie permet de se dissocier. En fait, c'est vraiment, c'est même pas tant la désinhibition, c'est vraiment cet effet dissociatif. Je sors de mon corps, donc je peux faire cette activité-là. Ouais. Bonjour, je suis Laure, pareil, je suis psychologue à Arpad. Quel conseil, qu'est-ce qu'on peut dire à des ados ou des jeunes qui veulent surtout pas arrêter leur consommation? Qui veulent pas arrêter? Non. Et bien là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Laure, ouais, tu sais, c'est plutôt les conseils de RDR, c'est-à-dire éviter, voilà, prioriser plutôt l'usage alimentaire, pas les bonbonnes à air sec, tu sais, un peu, c'est tous les conseils qu'on a donnés là. Il n'y a pas de solution miracle. On sait qu'ils et elles vont consommer. L'idée, c'est de réduire le maximum le risque, attendre entre chaque cartouche, si possible, entre chaque ballon, attendre entre chaque épisode de conso, se protéger des brûlures. Il n'y a pas de, surtout de ne pas consommer direct à la bonbonne ou au tank pour éviter les liaisons liées au gaz. Et puis oui, tous les trucs de RDR que Virginie a dit tout à l'heure. Il y a les flyers qui sont assez bien, qui résument bien tous ces conseils-là. Stéphane Duborja, je suis éducateur au club de prévention du centre. Ah, merci. Tout à l'heure, vous parliez de potentialisation de l'effet voilà, du protoxyde sur les autres produits, sur les autres... Je voulais savoir s'il y avait des études par rapport à ça, parce que nous, on a beaucoup de jeunes qui consomment du protoxyde, mais pas seulement. Et je voulais savoir si avec la prégabaline, la cocaïne, s'il y a des associations qui sont plus dangereuses et plus nuisibles que d'autres. Je ne sais pas s'il y a des études. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. En général, c'est surtout avec l'alcool et le cannabis que c'est décrit, mais après, je pense que c'est valable pour tous les produits. Après, peut-être qu'il y a des études en cours, mais j'avoue, là, je ne sais pas. Oui, pour l'instant, on n'a pas eu connaissance vraiment d'études à proprement parler sur les interactions proto et autres substances psychoactives. Mais ce dont on peut se douter assez logiquement, c'est que, oui, avec l'alcool, c'est compliqué. En fait, ça dépend aussi de la biodynamie de chaque substance. C'est-à-dire que l'alcool va vite avoir des conséquences, on va vite avoir des troubles du comportement avec l'alcool qui vont être beaucoup plus visibles qu'avec la cocaïne, par exemple, où il y a une espèce de contrôle encore. Ça dépend de chaque produit. Mais là, aujourd'hui, pour répondre spécifiquement à votre question, il n'y a pas d'études sur cette question-là. Ouais. Oui, bonjour Annelise, donc éducatrice au PAEJ. Petite question sur la dépendance du proto. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dépendance physique au protoxyde d'azote? Parce que du coup, bon, ça peut avoir des implications par rapport à comment se sevrer, etc. Est-ce qu'il y a des études à ce sujet? Est-ce qu'on peut constater même au niveau clinique des résultats, enfin en tout cas des théories par rapport à ça? Alors, dépendance physique, il n'y a pas de signe de sevrage à l'arrêt du protoxyde d'azote. Donc, il y a une dépendance psychologique, il y a un trouble de l'usage, enfin, un trouble addictif, mais il n'y a pas de dépendance physique dans le sens où il n'y a pas de signe de sevrage. Il n'y a pas de danger à arrêter brutalement le protoxyde d'azote. Contrairement à l'alcool, quoi. Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de substitution au proto. C'est ça, c'est comme la cocaïne, il n'y a pas de substance qui va remplacer le proto. Là où ça va être très compliqué par contre, c'est que à l'arrêt de la conso, ça va lever les angoisses, ça va lever les ruminations anxieuses. Enfin voilà, tout le mal-être psychique va ressurgir. Donc c'est ça qu'on va traiter. Mais il n'y a pas de protocole particulier sur le sevrage du protoxyde d'azote. C'est bon.
Bonjour, Marie Bordier, je suis coordinatrice du contrat local de santé du Grand Montauban. Dans les profils que vous avez décrits, je voulais savoir si vous aviez des notions sur le fait que ce soit la première substance consommée par certains jeunes, ou est-ce que il y a beaucoup plus de jeunes qui consomment d'autres substances avant d'en arriver au protoxyde d'azote? Je sais pas si ma question est claire. Si, ça va. Okay. Est-ce que le proto c'est la première substance? Est-ce que le proto, voilà, est-ce que chez les jeunes qu'on rencontre, est-ce que ils vont au protoxyde sans consommer de substances avant, ou est-ce qu'il y a d'autres consos avant et que le protoxyde c'est, alors il y a l'alcool, oui, mais est-ce qu'il y en a qui vont au protoxyde sans substance avant? Non, c'est plutôt rare. Alcool et c'est cannabis, plutôt rare. ça reste Ouais, tabac, alcool, cannabis, classiquement, ouais. D'accord. Ouais. Ok. Après, ça peut arriver, bien sûr, il y a toujours des trajectoires particulières, hein. Des jeunes qui vont commencer par ça, mais non, c'est pas ce qu'on voit principalement, ouais. Oui, pardon. Du coup, je complète parce que on ramasse donc beaucoup de bonbonnes, notamment sur les quartiers politiques de la ville de Montauban. Vous avez parlé des quartiers politiques de la ville tout à l'heure. Et en fait, ce qu'on apprend sur ces quartiers, notamment, c'est que les plus âgés des quartiers font croire aux plus jeunes que c'est de l'hélium. Et du coup, les jeunes, donc quand on parle de jeunes, on est sur des 10-12 ans, pré-ados. Donc les plus âgés proposent des ballons aux plus jeunes. Je le redis en leur disant que c'était de l'hélium, que ça va juste leur changer la voix, etc. Et une fois que les jeunes y ont goûté une fois et que ça les a beaucoup fait rire, ils ont envie d'un autre ballon. Et c'est à ce moment-là que les plus âgés monnaient le deuxième ballon. Donc si tu me donnes 10 centimes, je te donne un autre ballon, etc. Et ensuite, si tu vas vendre un petit pochon de cannabis ou de cocaïne, je t'offrerai des ballons avec ma bonbonne, etc. Et on constaterait, mais on est un peu comme vous, on a du mal à trouver des vraies données, notamment en termes d'hospitalisation sur Montauban, aux urgences ou d'intervention du SDIS sur 2025. Mais on va creuser. Et on est plutôt sur ce genre de comportement qui viendrait des plus grands pour attirer les plus jeunes, notamment dans les trafics, sur les quartiers. Et donc, c'était d'où ma question. Est-ce qu'il y a des jeunes qui n'ont consommé, je dirais, que du proto et donc qui n'ont pas touché à d'autres substances avant? Non, nous, on n'en voit pas trop. Non, on n'en voit pas trop. Non, je pense que, enfin voilà, ce qu'on peut en dire, nous également au niveau de l'association régionale Clémence Issoire et du pôle prévention et sur les consultations jeunes consommateurs, c'est pas le profil. Là, c'est spécifique, c'est-à-dire que c'est un abus de pouvoir, et donc là, c'est différent, je dirais. Mais oui, bonjour. Moi, je m'appelle Léa, je suis en stage actuellement à l'ARPAD. Je sais que dans le trouble de l'usage de l'alcool, on peut avoir du coup le syndrome de Korsakoff. Et vous avez parlé donc du fait qu'il y avait une inactivation de la vitamine B12 qui est donc liée à ce syndrome. Est-ce que vous pensez, bon, ma question elle est peut-être un peu hâtive, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait enclencher ce syndrome-là, la consommation de protoxyde? Le syndrome de Korsakoff, du coup, il n'y a pas trop de lien avec la vitamine B12. Et Korsakoff, c'est vraiment spécifique à l'alcool, enfin à une carence aussi en vitamine C. Mais la question, c'est de savoir s'il y a des troubles cognitifs qui peuvent être similaires. Oui, par exemple. Je pense qu'on peut pas vraiment comparer les choses parce que ce sera pas les mêmes zones qui seront atteintes. Donc Korsakoff, ça va être plus une atrophie cortico-sous-corticale, enfin, et avoir des symptômes spécifiques, je pense qu'ils sont assez différents. Après, je sais pas si on a assez de recul. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des troubles cognitifs et des troubles de la mémoire. Après, de là à comparer syndrome de Korsakoff, je pense que c'est un peu compliqué. En tout cas, Korsakoff, par définition, c'est que c'est irréversible. Tandis que là, on est quand même sur une réversibilité des troubles, a priori, avec un arrêt des consommations. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Pauline Demart, puéricultrice en protection maternelle et infantile, je suis là. Je me demandais quelles sont les conséquences pour le fœtus si une jeune femme consomme. On n'a pas de recul là-dessus pour la simple et bonne raison qu'on n'a jamais rencontré de femmes enceintes qui consomment du proto.
Nous, c'est vraiment plutôt des jeunes qu'on voit là. C'est vrai que ça nous est pas encore arrivé. Ouais. Ouais. Bah, c'est que, bon, on n'a pas, nous, la réponse personnellement là-dessus. Après, a priori, je pense quand même qu'il doit y avoir des conséquences sur la formation, l'embryogenèse, mais on va pas s'avancer là, on connaît pas la réponse. Bonjour, je suis éducatrice spécialisée à la Maison des Ados. Moi, je me questionnais sur l'entrée en fait dans le protoxyde d'azote. Est-ce que ces entrées, elles se font plutôt par la voie du groupe et du collectif, ou on peut avoir d'emblée un usage individuel par hasard, on a entendu dire que ça pouvait avoir ces effets-là, et donc on y va comme on pourrait se rouler un joint et fumer son joint chez soi le soir. Bon. On me dit à ma droite que ça va être le sujet de son intervention. Voilà. Donc peut-être qu'on va pas se lancer dans une réponse. Effectivement. Monsieur Jiquel répondra à cette question dans son intervention tout à l'heure. Pour le coup, moi, j'avais la même question, et aussi de savoir si vous aviez des témoignages, vous avez pu mesurer à partir de quel moment, si c'était une consommation qui a démarré en groupe, elle commence à basculer dans l'individuel. Parce que ça me fait écho à ce que vous disiez dans la réduction des risques de ne pas consommer seul, par rapport à tous les risques que vous avez cités, on va dire de chute, trauma crânien, mais aussi au niveau du système cardiovasculaire. Voilà. Parce que nous, on a des jeunes qui nous sollicitent pendant qu'ils consomment et qui consomment seuls. Et on s'est beaucoup interrogé, est-ce que... et qui demandent des fois à pas être seul. Du coup, on s'est beaucoup questionné sur notre positionnement. Est-ce qu'on se rendait auprès de ce jeune ou pas pendant qu'il consommait? Enfin, c'est des questions qui traversent nos équipes, où on est encore un peu en questionnement sur ça. Voilà. Oui, ça rejoint la question de la réduction des risques. Après, je ne vais pas trop m'étendre parce que M. Jiquel va y répondre, je pense, dans son intervention. Mais oui, clairement, nous, les jeunes qu'on rencontre en neurologie, ça commence par de la consommation de groupe, et au bout de quelques temps, ça finit en consommation solitaire à plusieurs centaines de bonbonnes la nuit dans la chambre seule. De ballons, qu'est-ce que j'ai dit? De bonbonnes, non. Plusieurs centaines de ballons, de tanks. D'autres questions? Hop, hop. Non, on peut poursuivre. Vous avez un micro, Marc. Ouais. Est-ce qu'il reste des questions? Peut-être pas tout de suite, mais par contre, on va écouter votre situation clinique, et peut-être y aura-t-il d'autres questions après la situation clinique. Allez-y, c'est vous, Virginie, qui commencez. Ouais, donc on va vous présenter la situation d'Alice, qu'on a rencontrée la première fois en septembre 2025, donc avec l'équipe de liaison d'Addicto, dans le service de neuropédiatrie. Donc elle était sur les lits enfants à 14 ans. Dans un contexte de fugue, elle avait donc fugué du domicile paternel parce qu'il y avait beaucoup de conflits avec son papa. Elle était en garde alternée, et dans le contexte de fugue, elle a reçu un coup de couteau. Elle était avec des amis, elle a reçu un coup de couteau à la cuisse. Elle a d'abord essayé de se présenter aux urgences adultes, puisqu'elle ne voulait pas être retrouvée par la police, par les forces de l'ordre, qui finalement ont eu l'information de son hospitalisation. Donc il y a eu une réquisition pour faire un examen médico-légal dans le cadre global de la fugue. Alice, c'était la 6e fois qu'elle fuguait de la maison. Elle était à l'époque inscrite en CAP aide à la personne, mais elle n'allait pas en cours. Et donc, il y avait des consommations de proto, d'alcool, de tabac, de cannabis. Il y avait quand même déjà à l'époque une forte suspicion de ses parents quant à son implication dans un réseau de prostitution. Ils avaient retrouvé des vidéos, des photos dans son téléphone portable. Donc, elle a été à ce moment-là hospitalisée en identité protégée, puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient dans le service demander où elle était, qui essayaient de venir la voir. Elle avait donc, à cette époque-là, déjà, il y avait un suivi psychiatrique qui avait été mis en place à la consultado, et il y avait une bonne accroche avec l'équipe de la consultado. Le projet, c'était de lui proposer une hospitalisation en pédopsychiatrie. Quand l'équipe de pédopsychiatrie est venue la rencontrer, Alice, elle a beaucoup minimisé la situation. Elle a dit que tout allait bien, que oui, il y avait des conflits avec ses parents, qu'elle voulait pas y revenir. Et donc, elle a demandé à être elle-même placée en foyer à Zeus, ce que le juge a refusé.
Donc là, on peut le mettre en lien effectivement avec les réseaux de prostitution dont on entend parler et qui existent pour le recrutement des jeunes filles dans les foyers ASE. Il y avait une aide éducative à domicile qui était en place, la CRIP donc, qui avait été contactée pour faire une évaluation, et donc un complément de signalement avait été fait par l'équipe de l'UAPED. L'équipe de l'UAPED, c'est l'unité d'accueil et pédiatrique donc, pour les enfants en danger au CHU de Toulouse. Quand on a rencontré Alice la première fois, au début, elle était assez réticente à nous livrer quelques informations, puis au fur et à mesure, elle nous a raconté son histoire, les consommations. Donc, il y avait principalement des consommations de ballons, une dizaine de ballons, 3-4 fois par semaine, un peu de cannabis, un peu d'alcool. Donc, à ce moment-là, elle voulait pas investir un suivi addictologique, voilà, formel, etc., avec des... Voilà. Venir à l'hôpital, ça l'intéressait pas trop. Donc, on lui a parlé de la consultation jeunes consommateurs, notamment de celle du Point Écoute à Toulouse. On a fait le lien avec nos partenaires. Et en fait, après, on a appris qu'Alice, elle s'était jamais rendue à la consulte. Et donc, le lendemain, elle est sortie toute seule de l'hôpital. Et là, on l'a perdue de vue pendant plusieurs mois. Et on a retrouvé Alice, qui a 15 ans maintenant, là, en début de mois. Toujours sur les lits de neuropédiatrie. Et là, cette fois, on était dans un contexte de fugue. Elle était partie depuis 1 mois et demi de chez ses parents. Donc, cette fois, du domicile de sa mère. Elle avait été retrouvée dans la région de Chambéry, hospitalisée sur place et donc transférée sur les lits de neuropédiatrie à Purpan. Effectivement, son implication dans un réseau de prostitution a été avérée. C'est elle qui l'a raconté de façon assez tranquille. Quand on l'a rencontrée, donc elle nous a expliqué qu'elle n'était pas allée au point écoute. Et par contre, ce qui avait changé dans sa situation, c'est que là, elle décrit des paresthésies des membres inférieurs. Donc au niveau des jambes, des fourmis, des décharges électriques, des picotements, donc qui entraînent des troubles de la marche. Donc elle commençait vraiment à sentir les conséquences physiques de sa conso. Avec des troubles sensitifs de la main gauche, elle arrivait presque plus à utiliser sa main gauche, elle avait beaucoup de difficultés, des troubles de la mémoire, des difficultés d'élocution, un débit assez ralenti, elle cherchait beaucoup ses mots et elle s'en plaignait aussi, elle, de ça. Et elle fait part aussi à ce moment-là de troubles du sommeil qui sont quand même assez importants si elle ne consomme pas avant d'aller au lit. Donc les consommations, là, elles sont de 7 joints par jour, pardon. Et de 250, à peu près 250 à 300 ballons qu'elle consomme plutôt la nuit. Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle souhaite stopper les consommations parce qu'elle se projette dans un CAP esthétique qui va débuter en septembre. Donc, elle est vraiment dans l'idée d'arrêter. Au niveau de l'imagerie, donc l'électromyogramme dont parlait Léa tout à l'heure, il est normal et le neurologue il dit bon oui, il y a une toxicité qui est modérée au protoxyde d'azote et donc il y a une IRM de la moelle à faire pour rechercher donc la sclérose combinée de la moelle. Il y a eu une notion de rapport sexuel non protégé et sans contraception et Alice elle arrive avec un retard de règles et des douleurs au sein, donc elle a eu la consultation gynéco et une prise de sang qui s'est révélée négative. Et donc, elle a accepté la prescription médicale de patchs contraceptifs. Quand on la rencontre le lendemain, donc on la rencontre avec donc l'IPA qui la suit sur la consultation ado, qui est venue lui rendre visite pendant l'hospitalisation. Et là, elle nous dit qu'elle a eu du mal à s'endormir, mais que quand même elle a dormi, mais qu'il y a quand même de grosses difficultés d'endormissement. Et là, on a majoré un petit peu son traitement hypnotique pour essayer de l'apaiser un peu la nuit, vu qu'il n'y avait plus les ballons et beaucoup moins de cannabis. Elle a accepté un rendez-vous en addicto à la fin du mois. Et le soir même, elle a été retrouvée seule devant l'hôpital et où elle voulait retrouver ses amis. Donc, on savait qu'il y avait une amie qui était venue la voir. Mais quand elle a été vue par l'équipe de neuropédiatrie, donc ils ont estimé qu'il y avait quand même une mise en danger importante. Ils ont interdit les visites et ils ont essayé d'acter un changement de chambre. Et puis finalement, Alice, elle a dit qu'en fait, le contexte de l'hospitalisation, c'était trop contraignant pour elle. Elle supportait plus le cadre de l'hospice. Donc, pour éviter de perdre le lien et de le rompre de façon permanente, donc l'équipe a accepté qu'elle sorte de façon anticipée, bon, sachant qu'elle devait sortir le lendemain, mais en tout cas elle est sortie le soir même de l'hospitalisation, avec donc la poursuite du suivi à la consultation ado, prise en charge IPA, psychologue, psychiatre, et
Donc le fait qu'elle ait accepté la consultation en addicto à la fin du mois pour essayer de s'inscrire dans un suivi. Voilà pour Alice. Vous avez terminé, Virginie? Oui, ça c'est les sources, du coup, si vous voulez prendre quelques infos sur les flyers dont on a parlé. Ouais. Oui, j'ai terminé. Alors, merci beaucoup en tout cas. On peut vraiment vous applaudir. Vous avez fait un gros